on a le plaisir d'accueillir Marie de Beaulieu, qui est conservatrice-restauratrice, diplômée de l'Institut national du patrimoine dans la spécialité sculpture, et qui est donc spécialisée dans le traitement des collections naturalisées, qu'il s'agisse de taxidermie ou de collection en fluide. Je crois que c'est ce qui définit un peu ces deux spécialisations, parce que patrimoine, les collections naturalisées, en tout cas les collections de muséums, c'est assez vaste. Et cette spécialité, donc, ça ne constitue pas une spécialité de manière vraiment autonome dans la formation. Et donc Marie a orienté son cursus, et notamment ses stages, vers la restauration des matériaux organiques et des collections naturalisées. Donc elle travaille depuis à la conservation-restauration de spécimens naturalisés, de squelettes et de collections en fluide. Donc par exemple pour le musée des Confluences à Lyon, pour le muséum d'histoire naturelle de Lille, pour le muséum national d'histoire naturelle musée Crozatier du Puy-en-Velay, ou le musée départemental du Var, muséum de Liège par exemple. Elle intervient également en tant que formatrice et consultante sur le problème de la présence d'arsenic, de mercure et de formaldéhyde au sein des collections de sciences naturelles. Et nous sommes particulièrement heureux d'avoir une telle présentation au sein du cycle Un restaurateur, une œuvre, parce que ces objets, ils sont emblématiques à divers titres. D'abord, ce sont des objets composites, entre ce qui relève de la partie animale, de l'organique, et ce qui relève du montage, avec certainement, et ça m'arrive à nous l'expliquer, un mélange un peu détonnant de matériaux naturels, de matériaux synthétiques. Et ensuite, parce que ces interventions s'appuient sur une nécessaire connaissance et une nécessaire collaboration avec des professionnels partenaires que sont notamment les taxidermistes. Et puis enfin, il nous a paru très intéressant de voir comment la méthodologie et la déontologie de la conservation-restauration vont s'exercer sur ces objets, donc en tenant compte de leur contexte de réalisation très particulier, de leur valeur patrimoniale et des significations qu'ils transmettent. Voilà, Marie, c'est à toi. Bonsoir, je suis ravie d'être là, je suis contente de pouvoir partager avec vous mon travail et comment je vois les choses, et je serai aussi ravie de pouvoir échanger avec vous à l'issue de la présentation. Donc je suis là ce soir pour vous présenter un travail en particulier que je viens d'achever au Muséum de Grenoble. C'est la restauration d'une scène aussi dit diorama, mais c'est plutôt une scène puisqu'elle est de taille réduite pour un diorama, représentant une scène de prédation d'un serpent, un python, s'attaquant à une gazelle. Voilà. Alors vous m'excuserez, je ne connais pas encore très bien le fonctionnement du... Il faut peut-être juste cliquer. Merci. J'ai utilisé. Voilà, donc je vous ai déjà présenté un petit peu le sujet de la scène que j'ai restaurée. Alors, vous excuserez la qualité mauvaise des photos, c'est-à-dire que quand j'ai été contactée par Émilie pour faire cette présentation, j'avais déjà fait mes photos de début. Et il faut imaginer qu'on était dans une réserve avec très peu de recul, d'où la photo prise en diagonale pour essayer de faire rentrer l'ensemble de l'objet. Donc je m'excuse vraiment de la pauvre qualité des photos. J'espère que vous verrez quand même l'essentiel de la réalisation. Voilà, donc ce sont des photos prises avant de savoir que j'allais avoir du public là-dessus. Alors déjà, vous présenter la pièce. Bon, je fais une petite parenthèse. Déjà, je ne vais pas parler d'œuvres. Si je dis le mot œuvre, ma langue aura fourché. Pour moi, ce sont des spécimens, un objet de musée. Mais c'est vrai qu'en Beaux-Arts, on parle d'œuvres. En muséum, on parle de spécimens. Là, c'est un groupe. Donc, je peux parler d'un groupe, d'une scène ou de spécimens avec un S. Voilà. Si je dis le mot œuvre, ce sera vraiment que ma langue aura fourché. C'est trop d'INP. Et voilà. Mais... Donc voilà, je vous présente ici la scène. Le spécimen de serpent est identifié comme un python birman. C'est l'un des 6 plus gros serpents du monde. Donc il est impressionnant. Voilà, on ne le voit pas exactement bien sur la photo, mais effectivement il est long. Il atteint pratiquement 4 mètres. Les plus longs peuvent atteindre un peu plus de 5 mètres, je crois, mais la moyenne c'est autour de 3,50 m, 4 mètres. Donc il est assez représentatif de son espèce. Et voilà, il chasse ses proies en utilisant la constriction pour étouffer la proie. Donc c'est exactement ce qui est en train de représenter cette scène. Donc on voit qu'il enroule ses anneaux autour d'une gazelle, une jeune gazelle,
c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une gazelle adulte soit une proie peut-être un peu importante pour un python, mais voilà, une petite gazelle qui, vous le voyez à son air affolé, est en train de passer un très mauvais quart d'heure. La gazelle est plus compliquée en termes d'identification. Alors, elle a longtemps été considérée comme une gazelle d'Orcas, que vous voyez sur la photo de référence en bas. Mais justement, à l'occasion de la restauration de cette scène, le conservateur a redécouvert un petit peu la pièce, a redécouvert l'objet, s'est penché davantage sur les spécimens, et il semblerait que ce soit plutôt une chinkara, une gazella beneti, qui est une gazelle indienne, comme le python birman que l'on peut aussi trouver en Inde. Donc, le postulat selon lequel ces deux animaux étaient complètement étrangers, de deux continents différents, n'auraient jamais pu se rencontrer, est totalement remis en cause. Mais c'est tout récent. Voilà, il n'y a pas... Rien n'est sûr parce que finalement l'identification reste difficile sur des gazelles jeunes, décolorées, voilà. Et puis la position fait que c'est compliqué aussi de voir un petit peu sa morphologie. Mais il semblerait en effet que la petite taille de ses cornes et l'absence d'un cerne blanc marqué autour de ses yeux fasse plus penser à la gazella beneti qu'à la gazella d'Orcas, c'est vrai. Donc cette scène qui au départ passait un petit peu pour une fantaisie de taxidermiste, de faire se rencontrer une gazelle africaine et un python birman, n'est finalement pas si étrange que ça, et il semblerait que le taxidermiste ait été plutôt bien informé. Alors, pour vous parler du contexte historique de la mise en œuvre de cette pièce. Alors, comme beaucoup de pièces de muséum, il existe assez peu de documentation sur cette pièce. Le socle n'est pas signé, il n'y a aucune information inscrite sous le socle, ce qui arrive souvent pour les spécimens naturalisés en muséum. Le socle, lorsqu'il est d'origine très... en général, nous fournit beaucoup d'informations parce qu'il y a des inscriptions de toutes les époques en fait, sous le socle qui permettent de faire une sorte de suivi de la pièce. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas de cette pièce et pourtant son socle semble d'origine. En revanche, on peut constater qu'elle s'inscrit parfaitement dans une espèce de grande tradition, un âge d'or de la taxidermie que l'on situe entre le milieu du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Et on peut notamment citer un grand taxidermiste, l'un des plus connus, qui est Roland Ward, qui est anglais. Vous voyez ces dates ici. Il a vécu exactement à l'âge d'or de la taxidermie, entre 1848 et 1912. Et vous voyez à l'écran un exemple d'une de ces représentations qui est exposée actuellement au Muséum de Paris, au Muséum national. Et il s'agit pas d'une scène exactement de prédation, mais d'une scène de chasse ici, c'est-à-dire que le duc d'Orléans, pour lequel a été réalisée cette pièce, faisait une chasse au tigre dans une jungle indienne, je crois, je ne sais plus où, et s'est fait attaquer par une tigresse. Donc, il a souhaité, je crois qu'il a fini par chasser cette tigresse, et il a souhaité que Roland Ward mette en scène son aventure, qui finalement, c'est normal, l'avait beaucoup marqué. Et voilà, c'était pour voir avec vous, illustrer ces groupes que l'on voit avec une dynamique et... alors, on ne peut pas parler de scène de prédation, mais une scène de chasse peut faire penser à cette tendance que l'on observait dans la taxidermie, où l'on voyait des groupes avec une volonté de montrer le mouvement et un goût du spectacle aussi. Voilà. Donc, si on se base sur ces réalisations-là, on peut imaginer que la scène du Muséum de Grenoble peut dater de la fin du 19e ou de la première moitié du 20e siècle. En se basant sur cette période à peu près, le conservateur du muséum a retrouvé des photographies intéressantes, notamment du taxidermiste et du conservateur qui étaient en poste à l'époque. Et on peut imaginer que le taxidermiste que l'on voit sur cette photo ait réalisé la pièce. Les dates colleraient, tout ça ce sont des hypothèses, attention, mais les dates colleraient et on peut voir qu'il avait une certaine habitude de réaliser des grandes pièces. Ici, un ours dressé avec également une branche pour décor. Bon, qui sert aussi un petit peu de béquille à l'ours, mais voilà, le décor est également présent. Bon, on voit le taxidermie sur cette photo, c'est l'homme assis.
Le conservateur est debout à ses côtés. On voit à sa tête qu'il n'est pas forcément fier de sa réalisation. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis dit que c'était étrange qu'il ne paraisse pas plus content sur cette photo. Ceci étant dit, voilà, rien n'empêche qu'il ait réalisé la scène de prédation. Ce qui renforce l'hypothèse que la pièce du python et de la gazelle ait été réalisée sur place, c'est qu'au sein du muséum, il y a un autre exemple d'un grand serpent. Alors je ne sais pas si c'est un python également, je n'ai pas eu cette information, d'un grand serpent s'enroulant autour d'une branche et dont le décor, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo du bas. J'essaierai de vous le pointer sur des photos de la scène qui nous intéresse, la scène que j'ai restaurée. Mais le décor est extrêmement semblable dans sa mise en œuvre. Donc il semblerait que les deux pièces aient été faites de la même main, à la même époque, et elles se retrouvent toutes les deux au Muséum de Grenoble, donc pourquoi pas réalisées en interne par le taxidermiste. Alors, effectivement, Amélie vous l'a évoqué, mais les taxidermies sont des objets complexes et composites. Je vais voir un petit peu avec vous. J'espère que je ne vais pas parler à des gens qui connaissent trop la mise en œuvre, sinon vous allez vous ennuyer. Mais je vais reprendre avec vous rapidement le principe de la mise en œuvre d'une taxidermie et en tout cas ici le montage souple. Donc je vous dis montage puisque lorsqu'un animal est naturalisé, on dit qu'il est monté. Ensuite, donc, je vous parle de montage souple qui s'oppose au montage rigide, dont vous avez un exemple ici. Un montage rigide donc, a pour structure un mannequin en dur, souvent en bois et armature métallique, ensuite habillé de plâtre et de fibres végétales la plupart du temps. Je vous parle de ça pour la restauration dite traditionnelle du fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Aujourd'hui, les taxidermistes ne mettent plus ou très rarement en œuvre les spécimens de cette façon, en tout cas les gros spécimens. Ils utilisent davantage des mousses de polyuréthane, des matériaux synthétiques et des mousses synthétiques. Alors, je vous ai illustré un petit peu le processus de naturalisation d'un spécimen de taille moyenne, de petite à taille moyenne, ici à l'aide de photos issues d'un manuel de taxidermie qui est assez connu, qui s'appelle L'art de la taxidermie au XXe siècle et qui était assez répandu. Donc on peut imaginer que les pratiques que je vais vous décrire ici étaient relativement répandues, même si il faut se méfier puisque en taxidermie, il n'y a vraiment pas de règles établies, il n'y avait pas vraiment d'école non plus, et les pratiques d'atelier un petit peu secrètes étaient monnaie courante. Donc chaque montage est vraiment unique, chaque type de bourrage interne est très unique aussi. Et parle beaucoup pour le taxidermiste, mais on ne peut pas faire vraiment de règles. Je vous donne des principes généraux ici pour vous aider ensuite à comprendre les altérations et comment on a pu y remédier. Oui, le montage souple, normalement, concerne des spécimens de petite à moyenne taille. On considère généralement que jusqu'au loup, on peut réaliser un montage dit souple, que je vais vous expliquer ici. Mais vous aurez constaté qu'une gazelle et un python sont plus gros qu'un loup. Dans notre cas, la façon dont les spécimens sont enroulés autour d'une branche pour le python ou sont imbriqués l'un dans l'autre forme une sorte de structure en elle-même qui fait que le montage rigide, un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, ça dépend des points de vue, bref, en tout cas, que le montage souple peut être appliqué dans ce cas. Mais si la gazelle devait tenir sur ses quatre pattes, certainement qu'une structure interne plus solide aurait été nécessaire. Alors, pour un montage souple. Donc, lorsque l'animal est chassé ou collecté, c'est souvent le terme que l'on emploie, il faut s'occuper de lui rapidement. Je vous parle toujours des techniques utilisées avant la réfrigération, par exemple, avant l'utilisation des congélateurs. Donc, la putréfaction intervient relativement rapidement, surtout dans des pays d'origine du python et de la gazelle, qui sont des pays chauds. Donc, il faut très rapidement dépouiller l'animal pour protéger sa peau.
dépouiller l'animal, ça veut dire enlever la peau de l'animal. Il faut pratiquer pour ceci des incisions, les plus discrètes possibles, mais qui permettent de faire un travail respectueux de la peau pour éviter toute déchirure ou trou. Il s'agit très souvent d'une incision ventrale et pour les quadrupèdes ou les animaux avec des membres, donc qui ne concernent pas le python, des incisions à l'intérieur des membres aussi. Donc, là, on peut aussi imaginer que la peau a dû voyager de son lieu de collecte, donc probablement l'Inde ou la Birmanie, voilà, dans ces zones, jusqu'en France. Si l'on part de l'hypothèse que le montage a bien été réalisé en France, mais c'est très probable, il faut que cette peau puisse voyager en se conservant. Donc, ce qui était très souvent utilisé, c'était le salage des peaux, qui permettait d'éviter le phénomène de putréfaction. Mais, donc voilà, il y avait tout de même un travail de la peau qui consistait également à la nettoyer le mieux possible. On parle de l'écharnage, c'est-à-dire ôter les chairs, et également le dégraissage, donc ôter les graisses sous-cutanées, qui, si on les laisse, peuvent provoquer une altération sévère de la peau et sa mauvaise conservation dans le temps. Donc, un très bon nettoyage de la peau est primordial, est un travail très compliqué qui ne se maîtrise pas rapidement et qui ensuite fait aussi en partie la qualité du montage lui-même. Donc, l'écharnage et le dégraissage sont réalisés avec ce type d'instrument. Voilà, je vous ai mis des exemples. Il faut imaginer qu'il faut soigneusement, mais précautionneusement, racler la face interne de la peau pour essayer de ne laisser que le derme, l'épiderme, voilà. Mais voilà, pas la partie chair et graisse, mais il faut tout de même réussir à préserver le bulbe du poil qui se situe, qui lui-même est tenu par la peau. Donc il ne faut pas pousser l'écharnage ou le dégraissage trop loin, au risque de faire tomber le poil accroché, dont le bulbe est accroché au cœur de la peau. Voilà, on en a fini pour la partie un peu boucherie. Donc, l'un des grands enjeux également d'une taxidermie, finalement, c'est de conserver de la matière organique. Alors, c'est là qu'intervient le bain, que je vais appeler, que je vais dire bain de tannage pour pouvoir parler à tout le monde et pour que vous ayez bien en tête que l'idée est de fixer la peau et d'éviter sa putréfaction. Mais il ne s'agit pas d'un tannage au sens où on l'entend actuellement, aujourd'hui, pour, par exemple, des cuirs de chaussures, des cuirs de ceinture. Souvent, les taxidermistes utilisaient plutôt des bains que l'on peut appeler de fixation ou de piclage à base d'alun, en grande partie, qui permettait effectivement d'arrêter le développement bactérien qui entraîne la putréfaction de la peau et de favoriser le dessèchement finalement aussi de la peau. Néanmoins, ces bains donc étaient efficaces. La peau effectivement ne se dégradait plus. Elle pouvait être travaillée et séchée lorsqu'elle était montée et pouvait ensuite se conserver de nombreuses années. Mais gardez bien en tête que c'est une fixation assez fragile, par exemple réversible à l'eau. C'est-à-dire qu'un grand lessivage de la peau fait partir l'alun et les autres produits que le taxidermiste pouvait employer dans ses bains, dont la recette était très 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 variable selon les ateliers. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec un tannage actuel qui fait intervenir des produits chimiques qui créent des liaisons fortes au sein du matériau et qui ne sont pas réversibles. Voilà. Alors, Amélie évoquait le fait que je m'intéressais au problème de l'arsenic dans les collections d'histoire naturelle, à juste titre, car, et surtout à la période qui nous intéresse, l'arsenic était systématique, ne nous voilons pas la face. Voilà, il était très habituel d'appliquer toujours au stade de préparation de la peau, c'est-à-dire d'appliquer sur la face interne de la peau un produit que l'on appelait préservatif, qui avait le double rôle, un petit peu mythique, de préserver la peau. Donc le rôle que l'on lui prêtait, c'était
d'avoir une petite action tannante sur la peau, mais il s'est révélé avec les connaissances actuelles que cette croyance est fausse, et également d'éviter les attaques d'insectes, qui sont une véritable plaie effectivement dans les muséums et pour ces spécimens. Et ça, c'est très efficace, effectivement. C'est vraiment un produit biocide, insecticide, qui, encore aujourd'hui, fait son office. Donc, un mélange dont le plus connu est le savon arsenical de Baker, donc, voilà, qui annonce dans le titre ce que c'est, était appliqué en couches plus ou moins épaisses, mais souvent épaisses, sur la face interne de la peau, avant de monter la peau sur le mannequin. Donc, j'attire votre attention sur le fait que l'arsenic arrive en premier sur la liste INCI. Juste après, il y a le savon. En fait, ils sont à part égale. Donc, il y a même 1 kg d'arsenic pour 1 kg de savon. C'était fortement dosé. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que ce savon se trouve à l'intérieur du spécimen. Voilà. Donc, le problème existe dans les muséums actuellement, le problème de présence d'arsenic, mais pas aux quantités qu'on pourrait imaginer en voyant cette recette. Voilà, je vous rassure tout de suite. Bon, le travail de la peau pour le taxidermiste arrive à son terme. Il faut maintenant réaliser le mannequin qui va accueillir cette peau. Le mannequin doit être à l'image de l'écorché de l'animal, c'est-à-dire reproduire son squelette et les muscles par-dessus, les tendons également, pour que lorsque la peau vient le recouvrir, voilà, l'animal retrouve, le montage retrouve cette apparence d'un animal. Donc c'est un travail assez difficile parce qu'il faut prendre en compte le phénomène de retrait important de la peau lorsqu'elle sèche. Donc il faut essayer d'appliquer une sorte de coefficient de rétractation et de faire un mannequin légèrement plus petit que celui que l'on pourrait imaginer en ayant mesuré le spécimen lui-même ou la peau. Voilà, donc là il intervient une sorte de travail de sculpture par ajout de matière, on va dire, qui commence par la réalisation d'une armature qui va soutenir vraiment la pièce et permettre de la socler également, c'est important. Cette armature est réalisée en fil métallique. Donc vous voyez sur cette photo que finalement l'idée est de reconstituer une sorte de squelette avec une colonne vertébrale qui est le fil métallique rouge au centre, qui est légèrement plus épais la plupart du temps que les autres fils métalliques qui viennent s'attacher à ce fil métallique central qui forme un petit peu la structure, c'est ça, vraiment la colonne vertébrale. Dans le cas d'un quadrupède, une armature métallique s'attache à cette colonne vertébrale centrale pour armer chaque membre. Et enfin, souvent, quand la queue d'un spécimen est longue, un fin fil métallique adapté au diamètre du fourreau de la queue est également attaché à cette colonne vertébrale centrale. Donc, vous imaginez au départ une sorte de squelette de fil métallique dégingandé. Il faut maintenant l'habiller et c'est l'étape du bourrage. Mais finalement, il faut plutôt imaginer de longues fibres végétales, souvent de la filasse, du frison. Il y a en fait de nombreuses fibres végétales qui ont pu être utilisées, mais la plupart du temps, les taxidermistes favorisaient de longues fibres végétales pour pouvoir en faire des petites pelotes, pour pouvoir modeler la pièce finalement, et également entourer ces pelotes et ce mannequin avec ces fibres végétales pour pouvoir dessiner une sorte de dessin des muscles quand même. Je ne sais pas si vous vous projetez, c'est vraiment un art difficile, l'art de la taxidermie, essayer de rendre toute la souplesse, tout le modelé d'un animal à l'aide de fils métalliques et de filasse. Bravo, parce que vraiment, c'est pas simple. Donc, bien sûr, lorsque le poil est touffu ou lorsque le plumage est gonflé, ça cache un peu la misère. Mais là, dans notre cas, dans le cas d'une peau de serpent ou d'une peau d'un spécimen à poil ras, il n'y a pas moyen de cacher en fait une mauvaise mise en œuvre. Donc on se rend compte que dans notre cas, le taxidermiste maîtrisait vraiment son art. Alors, intervient maintenant, un stade un petit peu compliqué, c'est le stade du séchage. Je vous disais que la peau a une phase de séchage très importante lorsqu'elle vient habiller
le mannequin est réalisé. La peau est venue habiller le mannequin. Toutes les incisions qui ont été réalisées au début ont été soigneusement cousues, le plus serré, le plus finement possible, de façon justement à essayer de maintenir en place cette peau qui va vouloir absolument se rétracter sous l'effet, en séchant finalement, en perdant son eau. Donc là, je vous ai mis des photos tirées d'un livre qui illustrait le travail de Jack Tinney, qui est un taxidermiste qui a travaillé au Muséum national. Et là, vous voyez bien qu'en fait, l'oiseau est totalement ficelé et les oreilles de ce quadrupède sont très fermement pincées pour éviter des déformations qui, je vous l'assure, interviennent sans ça. Donc voilà, sous l'effet de la rétractation de la peau, il y a de très forts phénomènes, il y a d'extrêmement fortes tensions qui sont occasionnées par ce séchage initial de la peau lorsque la peau perd tout l'eau qu'elle avait naturellement et tout l'eau qu'elle a prise au cours des différents bains qu'elle a reçus. Le travail de finition est également important. Alors, j'entends par finition la restitution de toutes les parties qui n'ont pas pu être conservées, notamment les yeux et les muqueuses, c'est-à-dire les lèvres, les paupières, le tour des yeux, etc., qui ne peuvent pas être conservées dans le temps. Et également la plupart des teintes, des couleurs des animaux qui sont largement dues à la vascularisation et qui finalement s'affadissent beaucoup avec la mort de l'animal, forcément. Donc là, vous voyez un assortiment, mais moderne, bien sûr, des yeux que l'on peut trouver aujourd'hui pour les taxidermistes. Mais imaginez qu'à l'époque, le choix était vraiment, vraiment moins important. Et on se retrouve très souvent avec des billes noires de différents diamètres. Mais généralement, ça fait très bien l'affaire et fait de beaux résultats, néanmoins. Alors, je voulais aussi voir avec vous les finitions un petit peu particulières qui avaient été appliquées sur notre scène, notamment sur le python. Alors, je vous ai mis en petite photo dans le coin supérieur, alors à ma gauche, le crâne d'un python pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblaient les dents d'un python. Et je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo de la bouche du python de la scène, mais ce ne sont pas ses dents, ce sont des clous qui ont été implantés, légèrement tordus, plantés bien en rond et peints en blanc. D'ailleurs, vous le voyez certainement de là où vous êtes, mais la peinture s'écaille dangereusement. Et une partie de ces clous est manquant. Oui, alors je voulais vous mettre aussi la photo de la gazelle pour vous montrer un petit peu les mises en teinte appliquées par le taxidermiste au niveau de la truffe et des lèvres, des babines, des lèvres. Voilà, ça, ce sont l'intérieur des narines en rouge et la truffe en noir, c'est de la peinture en fait appliquée par le taxidermiste sur en grande partie, en tout cas pour les lèvres et la langue, un modelage en mastic, probablement un mastic de type mastic de vitrier à base de carbonate de calcium et d'huile de lin, probablement, mais de la même façon, les recettes étaient vraiment particulières à chaque taxidermiste. Voilà, donc ce sont la plupart du temps des peintures à l'huile que l'on trouve sur ces finitions. Dans notre cas également, est intervenue une finition assez inhabituelle et qui, pour le coup, aurait plutôt démontré une forme une petite erreur ou peut-être le fait que le taxidermiste ne soit pas habitué à traiter des serpents. Je vous explique. La photo que vous voyez en bas est la photo de l'autre serpent conservé au Muséum de Grenoble. Et vous voyez un fin réseau de plis. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Un fin réseau de plis assez peu visible à l'œil nu, qui n'est pas très gênant pour la beauté de la pièce. Dans notre cas, les plis qui se sont formés au moment du montage étaient très creusés et très larges. C'est pourquoi, je pense que c'est pourquoi le taxidermiste a appliqué une sorte de mastic qu'il a texturé et peint pour faire penser à de l'écaille et pour s'intégrer dans l'ensemble. Je vais tenter de vous montrer l'emplacement de ces mastiques. Voilà, là. Donc ils étaient assez larges,
Voilà, là, voilà, on a tous les emplacements de plis très creux finalement, assez larges et avait assez mal vieilli. Peut-être qu'à l'époque, l'effet était convaincant. Actuellement, étant donné que tous les bords de mastic étaient écaillés, blancs et soulevés, ils étaient assez visibles. Je vous ai expliqué finalement au cours de la présentation pourquoi on trouve de l'arsenic dans les collections. Je trouvais important de revenir un petit peu sur cet aspect puisque ça conditionne un petit peu les conditions de restauration aussi. Donc, je vous ai parlé du savon de Becker qui est appliqué au cours de la mise en œuvre à l'intérieur de la peau du spécimen, mais également il était très habituel que ce pesticide, le trioxyde de diarsenic, soit appliqué à l'extérieur du spécimen, enfin sur le spécimen lui-même, en traitement annuel, trimestriel, enfin à chaque fois qu'il y avait la crainte d'une attaque d'insectes. Donc l'arsenic était également appliqué en surface du spécimen. Donc il y a deux sources potentielles de toxicité. Ici, vous avez un petit tableau que j'avais réalisé pour vous montrer un petit peu les périodes d'utilisation les plus probables et voilà, de différents toxiques que l'on trouve dans les collections d'histoire naturelle. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première ligne, donc le trioxyde d'arsenic, très largement utilisé sur le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, et l'on en trouve encore des utilisations et des traces jusqu'en 2001, puisque j'ai quelques socles qui en témoignent, où le taxidermiste a prévenu qu'il avait utilisé le savon de Becker en 2001. Donc, l'arsenic est présent dans la pièce de la scène de prédation de python sur gazelle. La présence d'arsenic a été mise en évidence par l'analyse par spot test qui est utilisée maintenant depuis peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années dans les muséums, mais qui a été détournée. En fait, au départ, c'est un test conçu pour tester la potabilité des eaux et qui permet de mesurer la quantité d'arsenic dans les eaux potables. Malheureusement, les muséums ont détourné cette technique avec succès, et ce test permet de mettre en évidence la présence d'arsenic ou de rassurer, en montrant son absence. Par contre, on ne peut pas avoir de notion de quantité présente dans le spécimen, puisque le barème et le côté semi-quantitatif n'est pas du tout applicable sur une pièce en 3D. Donc voilà, là, ce qui nous intéresse ici, c'est que oui, il y a de l'arsenic dans la pièce de Grenoble. Donc bon, je ne m'attarderai pas ici parce que ça serait presque une présentation en elle-même, mais c'est pour vous montrer que voilà, quand je travaille, et en général, j'attends pas de faire le test pour m'équiper en EPI, on va dire. Quand je travaille sur des pièces naturalisées, surtout de cette époque, je travaille en combinaison, en habit de travail. J'essaye de protéger mes cheveux et mes voies respiratoires. Alors là, on a tous porté un masque pendant des mois. Donc c'était ce masque-là. Mais sinon, c'est un masque FFP1 ou FFP2. Une haute filtration n'est pas nécessaire pour les poussières d'arsenic qui sont relativement lourdes, qui ont vraiment tendance à sédimenter et à ne pas vouloir se mettre en suspension dans l'air facilement. Le moment où je mets mon masque FFP3, c'est lorsque je dépoussière la pièce. Une fois qu'elle est dépoussiérée et nettoyée et que je sais que les particules d'arsenic qui auraient tendance à vouloir être volatiles ont été éliminées, je passe au masque FFP1, FFP2, enfin le masque qu'on utilisait aussi pendant la période, que l'on utilise toujours contre la pandémie. Voilà, alors pourquoi je protège mes vêtements et mes cheveux? C'est pour éviter de déplacer les poussières dans des lieux de vie, dans des lieux où l'on mange, dans des lieux chez moi. Par exemple, les cheveux, notamment après un gros dépoussiérage, je sais que je n'ai pas du tout envie de mettre mes cheveux pleins d'arsenic sur mon oreiller sur lequel je vais dormir. Donc voilà, c'est juste des petits principes comme ça que j'essaie de mettre en œuvre et qui n'entravent pas du tout mon confort pour travailler, mais que j'essaie d'appliquer systématiquement.
dernière chose, je fais toujours attention de vider moi-même le sac de l'aspirateur que j'ai utilisé et d'en mettre un neuf pour les suivants, pour éviter que les personnes qui changent le sac de l'aspirateur ne soient pas au courant que cet aspirateur a aspiré de l'arsenic. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire comme point sur les conditions de sécurité que j'essaie de mettre en place quand je travaille. Alors, je voulais vous illustrer ici la mise en œuvre du socle. Comme vous le voyez, c'est un socle qui est réalisé avec une structure en bastin en bois, recouvert d'un plancher de planches peu usinées, enfin peu travaillées, simplement clouées de façon un peu maladroite et voilà, avec des planches de longueurs diverses et de largeurs diverses. Ces planches sont clouées sur la structure en bastin. Et ensuite, le décor du socle est formé avec un cartonnage ou une sorte de papier recouvert d'une texture de type sable et peint en gris-noir. C'est un socle que j'ai retrouvé plusieurs fois dans des réalisations du Muséum de Grenoble. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu la méthode habituelle du taxidermiste qui réalisait ces pièces. Une sorte de décor en papier mâché, en quelque sorte. La branche, elle, alors voilà, vous le voyez ici, vous voyez sur ces photos un détail de ce papier, qui fait vraiment penser à une sorte de papier carton, un carton assez souple ou un papier craft un peu épais recouvert de cette couche de peinture mélangée à du sable. Moi, j'ai identifié comme ça, mais il n'y a pas eu d'analyse réalisée sur ce décor. Alors, il y avait 2 branches sur cette scène. La plus grande accueillait le serpent. Donc c'est une grande branche ou un petit tronc d'arbre, selon d'où on se place, fixé fermement au travers des planches jusque dans la structure en bastin et vissé simplement à cette structure en bastin. Et une autre petite branche se trouve à côté de la tête du serpent. Elle est beaucoup plus petite. Vous la voyez dans la photo dans le coin supérieur droit. Et vous voyez, comme le papier du décor du socle vient recouvrir légèrement la base de la branche pour l'intégrer un petit peu dans le sol. Le détail que l'on voit dans la photo d'à côté, c'est un rajout d'une petite branche au grand arbre principal qui accueille le piton, qui n'a pas de fonction mécanique ou de support, qui était simplement là pour ajouter un petit peu de dynamique peut-être, pour habiller un petit peu l'espace un petit peu vide qui se trouvait dans le coin de cette scène. Je vais voir avec vous maintenant les problèmes que posait cette pièce. Donc réaliser le constat en vous montrant globalement des photos, des altérations. Alors, le problème principal du décor était que la partie avant du socle était très mobile et avait tendance à se soulever d'un côté et s'affaisser de l'autre. Donc voilà, comme vous le voyez ici, les planches étaient déclouées et le papier avait souffert aussi d'être soulevé et la planche très mobile abîmait le papier à chaque manipulation. Le socle avait énormément souffert. Probablement au cours des différentes manipulations de cette pièce qui est quand même très grande et qui d'ailleurs ne passe pas la porte de la réserve. C'est-à-dire que lorsqu'elle a été entrée dans la réserve, le spécimen a dû être très incliné, presque couché, et cela a occasionné pas mal de casses, je crois. Donc ils ont souhaité que j'intervienne en réserve et de faire la consolidation en réserve pour éviter le transport d'une pièce fragile en dehors de la réserve. Donc nous avons évoqué ensemble l'idée d'un coffrage permettant un transport plus sûr pour pouvoir incliner la pièce en sécurité, pour enfin pouvoir l'extraire et l'exposer, l'extraire de la réserve et potentiellement l'exposer. Donc voilà, vous voyez ici à quel point le papier du décor a souffert. Tous les angles à peu près avaient été lacunaires.
Les bords et les angles étaient largement lacunaires. Par contre, toute la partie interne du décor était relativement bien conservée, hormis, on le verra plus tard, des auréoles. Alors, il y avait un signe d'une infestation dans le bois de l'arbre, de la branche centrale, simplement localisé à l'endroit que vous voyez sur la photo sur laquelle j'ai mis le carré d'emplacement. Alors, ça peut sembler étrange qu'il y ait une infestation qui se développe sur une pièce qui a été traitée à l'arsenic, mais en fait, on le voit assez souvent. Et ce qu'on voit aussi assez souvent, c'est que l'infestation ne s'étend pas. Le cycle de reproduction est interrompu par la présence d'arsenic, et même s'il y a un début d'infestation, en fait, elle ne se développe pas jusqu'à occasionner des dommages importants sur la pièce. Donc oui, on peut trouver des mues d'entraîne dans un plumage d'un oiseau lourdement traité à l'arsenic. Voilà. Juste pour dire, je l'ai déjà vu de multiples fois. Alors, il y avait quelque chose qui m'a tout de suite inquiétée quand j'ai vu cette pièce, c'est que l'arbre soutenant le piton qui pèse un poids important était fendu, montrait des signes de tension, comme vous le voyez sur cette photo où on voit bien sûr une craquelure. Alors, après sondage, il s'avère qu'en fait c'est l'écorce qui est craquée et pas le bois lui-même, ce qui a grandement rassuré tout le monde et moi la première. Donc, hormis un comblement de cette fissure, de cette fente, aucune intervention n'a été nécessaire sur cette branche. Alors là, je vous parle des altérations de surface du décor maintenant. Donc, hors un empoussièrement important, mais comme pour l'ensemble de la pièce qui n'avait, à la connaissance du conservateur en place, pas été restaurée du tout. Voilà, on trouve la présence d'une large auréole au centre du décor du socle, que je vous ai marqué l'emplacement avec ce carré, probablement dû à la présence d'humidité, mais qui ne s'explique pas forcément ici. Surtout qu'en fait, c'est quand même un endroit assez protégé par les spécimens lui-même. Donc, une fuite ou quelque chose, pourquoi une auréole à cet emplacement-là, c'est un mystère. Et ces altérations maintenant structurelles qui concernent le piton. Alors, l'une des altérations structurelles qui nous a les plus inquiétés, c'était la présence d'une déchirure de la peau et d'un affaissement de la partie cou et tête, on va dire, du piton. Sous son propre poids, finalement, le spécimen avait tendance, la tête du spécimen avait tendance à s'affaisser un petit peu, ce qui se traduisait par l'apparition d'une fente assez large à la base de cette partie. On verra également, mais je vous en parlerai sur la photo un peu plus tard, une perte des clous, des dents, etc. Donc je vous situe sur la photo générale l'emplacement de ce problème de déchirure de la peau et du coup qui laisse apparaître le bourrage interne, qui est bien de la fibre végétale. On peut s'en apercevoir à cet endroit-là. Alors sur cette photo, ce n'est pas très clair puisque c'est une photo réalisée avant nettoyage et dépoussièrement. Donc l'empoussièrement masque assez la lacune qui se situe ici. Qui devait être à son point le plus large, à peu près 2 cm, ouverte, cette fente était ouverte à peu près de 2 cm à son point le plus large. Ce qui était un petit peu inquiétant, c'est que oui, la partie cou et tête du spécimen était assez mobile finalement. Donc cette altération était évolutive et pouvait vraiment s'aggraver avec le temps, surtout si on cherchait à le manipuler, à lui faire passer les portes en le penchant. Là c'est une photo pour vous montrer le piton gueule ouverte, pour vous montrer que il y a de mémoire, je crois qu'il y avait 7 clous absents sur la mâchoire inférieure. Est-ce que je vous ai pas parlé du côté réaliste? Non, parce que la tête de ce serpent, je vous ai parlé de la virtuosité du taxidermiste. Par contre, la tête du serpent n'est pas très représentative de la tête d'un python birman. Voilà, juste une petite parenthèse.
Oui, donc dans les altérations structurelles notamment, il y avait quand même des lacunes importantes de ces fameux bouchages permettant d'intégrer les gros plis de la peau qui étaient visuellement assez gênants, surtout après nettoyage. Là, de la même façon, la photo que vous voyez intervient avant dépoussiérage et nettoyage qui généralement fait une sorte de filtre qui unifie l'ensemble. Donc, au niveau des altérations de surface, je vous ai déjà parlé de l'empoussièrement et de l'encrassement, mais l'un des plus gros problèmes qui se posait sur ce serpent, c'était la déformation importante des écailles qui se soulevaient en cuvette. La pointe de l'écaille avait tendance à vraiment remonter, pointe en l'air, et à former une sorte de petit rouleau, un début de petit rouleau. Et on pouvait également observer une légère opacité, un léger chancis des écailles, pas très important, mais qui empêchait tout de même de bien lire le dessin particulier de l'écaille de ce python. Également, on voyait une lacune, une usure des mises en teinte des mastiques. Alors, vous voyez ici deux exemples. Donc, alors j'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas d'où vous êtes, vous le voyez, mais on voit l'enroulement des écailles qui normalement sont totalement plaquées au corps. Et j'ai essayé de vous le montrer davantage en fait sur cette vue. Est-ce que vous voyez, voilà, normalement ça devrait être relativement lisse, et là on voit que la pointe de l'écaille a tendance à se soulever et à s'enrouler. Alors la gazelle était également assez altérée. On remarquait surtout que son profil gauche avait beaucoup souffert, potentiellement suite à un choc, puisque l'une des cornes était rompue et absente, et son oreille, donc gauche, était rompue mais conservée. Donc elle était simplement cassée. Je vous montre là les plus grandes altérations, mais il y avait aussi de petites fentes de peau, de légères lacunes de poils, etc. En termes d'altération de surface, toujours l'empoussièrement et l'encrassement qui étaient importants, et également une décoloration relativement, disons, moyenne, une décoloration moyenne du pelage. Donc, vous voyez bien ici voilà, ce profil amputé, cette dissymétrie très forte due à l'absence d'une corne et d'une oreille. Voilà. Nous en avons terminé avec le constat d'état de la pièce. Alors, je voulais parler avec vous des particularités des pièces naturalisées et en quoi elles s'éloignent des pièces de beaux-arts et pourquoi les choix que l'on fait en termes de conservation sont différents. Le rôle d'un musée d'histoire naturelle est double. C'est une mission patrimoniale et cette pièce en est un bon exemple parce que c'est une pièce historique, mais ils ont également, et c'est peut-être leur mission prioritaire, une mission scientifique de conservatoire de conservatoire du patrimoine vivant, du patrimoine même ADN, et de plus en plus cet aspect-là entre en compte. Voilà, ils doivent aussi permettre aux scientifiques d'avoir accès aux pièces qu'ils conservent. Ce n'est pas simplement des pièces belles à exposer au public. Là, je voulais vous montrer un petit peu la diversité que l'on voit au sein des collections. C'est-à-dire que pour une même pièce, ici, arbitrairement, j'ai choisi des oiseaux, un même type d'oiseaux de taille moyenne, très commun, etc. Nous avons 3 mises en œuvre, 3 présentations, 3 vraiment rôles différents. Nous avons la présentation que j'appelle classique, qui est très 19e siècle, où finalement ce que l'on cherchait c'était à comparer les espèces entre elles et donc à toutes les naturaliser de la même façon, de façon très systématique pour pouvoir plus facilement les comparer entre elles. Donc dans la photo que j'ai intitulée Mise en pot, vous voyez des oiseaux simplement préparés, sans aucune finition, pour l'étude, pour pouvoir prendre des mesures, observer les caractéristiques de l'espèce, etc. L'idée est que la peau se conserve, mais l'idée est également le gain de place, donc d'éviter finalement d'ajouter un socle, de pouvoir, c'est généralement des spécimens qui sont
qui sont conservés dans des tiroirs, tête bêche, voilà, pour essayer de conserver le maximum de place. Et la troisième présentation que vous voyez, c'est ici celle que j'appelle la présentation dynamique, qui est clairement destinée à attirer l'œil, à plaire en fait. Et également, elle a un autre rôle important, c'est de montrer à quoi ressemble l'animal réellement dans le vivant, et à mettre en... Voilà, c'est aussi une pièce didactique qui montre au public, qui est souvent jeune dans les muséums, à quoi ressemble un animal, cet animal en tout cas dans la nature, et quels sont ses comportements. Et en disant ça, je pense aussi au python, et à la constriction. Voilà, on peut aussi illustrer le fait qu'un python tue ses proies en les étouffant. Voilà. Donc oui, je voulais vous illustrer ici un petit peu la façon dont on exposait les pièces au XIXe siècle, et on retrouve tout à fait cette présentation permettant la comparaison en fait des pièces entre elles. Donc, avec ces trois exemples, vous voyez bien que la valeur scientifique et la valeur muséale des pièces n'est pas toujours la même. Elle change selon les époques, en fonction du temps. Donc, on ne peut estimer la valeur scientifique ou muséale d'une pièce qu'à l'instant où on essaye de lui donner la valeur, à l'instant T. Mais vous avez vu que pour les pièces que je vous ai montrées, voilà, pour les mises en pot, la valeur scientifique est évidemment supérieure à la valeur muséale. Pour la présentation dynamique, la valeur muséale est plus importante que la valeur scientifique. Et pour la présentation systématique, mine de rien, voilà, elle est assez équivalente. Oui, une chose que je voulais aborder avec vous aussi rapidement, c'est donc... On l'a vu, ce patrimoine est un peu particulier de ce point de vue parce que le muséum a également une très forte mission scientifique. Et depuis que certaines collections ont été passées au Musée de France, il est obligatoire que les pièces soient restaurées par des professionnels habilités. Donc, qui doit restaurer ces collections ? Vaste question. Moi, je ne pense pas avoir vraiment de réponse. Il se trouve que la loi demande à ce que les collections Musée de France soient restaurées par des professionnels habilités, et les restaurateurs du patrimoine diplômés sont habilités à restaurer ces collections. Mais comme Amélie vous l'expliquait, il n'existe pas de spécialité Naturalia encore enseignée en France. Donc, est-ce que l'on est légitime ? On se le demande. Les taxidermistes, certains ont pu être habilités en faisant un parcours un petit peu fastidieux de validation des acquis de l'expérience, et ont pu avoir cette habilitation, et restaurent aujourd'hui les collections Musée de France. Voilà, ça demande un plus, un effort aux taxidermistes qui ont déjà les compétences, qui connaissent déjà les collections assez bien, assez intimement, pour pouvoir restaurer les pièces du patrimoine Naturalia. Voilà. Et je vous propose qu'on en parle à l'issue de la présentation, parce que c'est un sujet intéressant. Mais ce que je peux vous dire, déjà, je vais vous divulgacher, mais voilà, j'ai été diplômée en 2010, et quand je regarde un petit peu, quand j'essaye de me remémorer les travaux qu'on a pu effectuer, on est souvent en équipe, et les travaux les plus aboutis, les plus beaux, c'était des travaux réalisés en collaboration, des équipes mixtes, taxidermistes, restaurateurs. Et là, chacun apporte son point de vue, apporte ses méthodes, et on choisit toujours la meilleure des deux, celle qui fonctionne le plus. Et honnêtement, pour l'instant, je pense que c'est vraiment la solution idéale. À l'avenir, peut-être que les choses évolueront, mais je pense que, de mon point de vue, c'est la meilleure des solutions. Le traitement, enfin. Le décor. Là, je vous ai fait la liste complète des traitements appliqués. Je vais éviter de m'attarder sur le dépoussiérage, que vous voyez à peu près comment on fait un dépoussiérage, et je vais essayer de vous illustrer en photo les traitements les plus intéressants. Là, tout simplement, il a fallu consolider structurellement la partie avant du socle, qui était vraiment très mobile et fragile. Donc, vous voyez j'ai simplement renforcer le socle grâce à une équerre en acier inoxydable qui a stabilisé l'ensemble. La partie la plus compliquée, c'était
finalement de remettre le papier du décor en forme de façon à ce qu'il retrouve sa place. Sachant que ce décor avait beaucoup bougé avec le temps, s'était un petit peu rétracté avec les conditions climatiques, avait joué, on va dire, et il s'était énormément déformé. Donc le décor ne supportant pas d'être humidifié pour une remise en forme, puisque vous avez constaté que les auréoles, avec la photo que je vous ai montrée de l'une des altérations, vous avez constaté que les auréoles se formaient très facilement, et je vous le confirme. L'apport d'eau était plutôt à proscrire, ou alors en quantité très contrôlée. Et donc il a fallu remettre en forme ce papier du socle qui est venu rhabiller la base de la branche très progressivement avec des membranes Gore-Tex pour éviter la formation d'auréoles et un séchage sous contrainte lent et que l'on a fait de façon répétée pour enfin que le papier accepte de se remettre dans une position proche de la position initiale et accepte d'être collé en place et comblé sans faire l'effet ressort, là, vous voyez. Donc ensuite j'ai réalisé c'est à nous j'ai réalisé des comblements des parties lacunaires. Donc vous voyez donc ici une vue avant traitement, après traitement, et au centre, nous avons protégé le bois du socle avec un film. Nous avons intercalé un papier japonais épais en fibre de bambou. J'ai un papier japonais épais en fibre de bambou pour faire finalement une interface entre le papier et le socle et jouer un rôle structurel aussi dans le comblement. Et le comblement a ensuite été réalisé avec un mastic mis en œuvre à l'aide de pulpe de cellulose, de carbonate de calcium, teinté dans la masse avec des terres naturelles. Et le liant était un mélange entre un éther de cellulose Clucel-G je vous ai mis la recette dans la diapo d'avant, je crois que c'était 90% et 10% de éthylvinylalcool, donc colle vinylique pour le vrai pouvoir collant, pour le pouvoir collant intéressant. Voilà, donc là vous voyez sur cette photo le comblement avant séchage et après séchage. Donc le piton a été nettoyé, ce qui a permis de retrouver le dessin des écailles, sa couleur quand même bien plus présente. Alors, le nettoyage a mis en œuvre un mélange à base d'éthanol et d'eau. Donc l'eau nous a permis de rassouplir les écailles. Donc le nettoyage a été mené conjointement avec une tentative de remise en forme des écailles, d'aplanissement des écailles. Donc les zones nettoyées étaient immédiatement, je vais vous le montrer dans la diapo suivante, bandées pour être mise à sécher sous contrainte. Donc, le séchage a duré une semaine puisque je suis intervenue à 2 semaines d'écart. Donc, le séchage sous contrainte a été laissé pendant plusieurs jours, presque 8. Et au moment de dérouler, ça s'est bien passé. Au moment de dérouler, ça s'est bien passé. Et puis 6 heures plus tard, ça s'est mal passé. Les écailles se sont réenroulées et tout était à recommencer. C'était tellement marrant. Donc, il a fallu penser à un plan B. Et j'ai appliqué un adhésif, le même mélange d'adhésif utilisé pour le bouchage. Si vous vous souvenez, c'était de la Clucel avec de l'EVA. Simplement, là, l'EVA était à 2%. Pour vraiment éviter un aspect verni ou brillant sur les écailles. Donc ce mélange a été appliqué sous les écailles, puis essuyé au maximum, et ensuite est intervenue la spatule chauffante, qui nous a servi à réappliquer les écailles littéralement. C'est-à-dire qu'en sculpture, on peut réappliquer des écailles de polychromie à la spatule chauffante, et en naturalia, on peut réappliquer des écailles de piton à la spatule chauffante. L'idée était d'y aller avec une température modérée. Alors, l'écaille est constituée de kératine. La kératine supporte des températures relativement hautes, jusqu'à 120 sans problème. Mais la protéine de la peau sous l'écaille, elle n'aime pas les températures au-delà de 60.
Et on s'est aperçu qu'entre 60 et 70, les écailles déjà voulaient bien se réappliquer, surtout lorsqu'elles avaient été humidifiées un petit peu avant. Donc voilà, donc vous voyez sur la photo, donc dans la zone supérieure, les écailles réappliquées, et dans la zone inférieure, les écailles encore soulevées. À nouveau, ce n'est pas très très clair, mais on le voit surtout sur le côté finalement. Alors, les dents du python, je ne l'avais pas évoqué, mais certaines étaient très déformées, surtout sur la mâchoire supérieure. Et finalement, ce n'étaient pas les clous qui étaient tordus, mais les clous qui avaient tourné dans leur logement. Donc, il a suffi de les remettre en ligne, de les réaligner, et le python a retrouvé son sourire charmant. Donc, les bouchages de mise en œuvre qui permettaient de masquer les gros et plis profonds de la peau du serpent étaient gênants visuellement, surtout après nettoyage. Le serpent avait retrouvé son lustre, mais ces bouchages anciens qui avaient mal vieilli étaient vraiment dommages en fait pour le coup d'œil de la ligne du serpent. Donc ce que j'ai proposé, c'était d'intégrer finalement les bouchages anciens plus correctement à la peau en réalisant des bouchages, de nouveaux bouchages permettant de créer un lien entre la peau et le bouchage. Donc j'ai utilisé le même mélange que utilisé sur le socle, c'est-à-dire pulpe de cellulose, carbonate de calcium teinté dans la masse et mélange d'adhésifs précédemment cités. Ce mélange a été laissé assécher et retravaillé pour dessiner en gravure le dessin des écailles, comme vous le voyez dans la troisième photo. J'espère que vous le voyez assez bien. Sur cette photo, le comblement a été légèrement verni avec une fine couche du mélange d'adhésif Clucel EVA pour faire bouche-port un petit peu pour, vous allez le voir, accueillir ensuite la mise en teinte qui a permis d'intégrer un petit peu mieux les bouchages anciens et visibles qui avaient été appliqués dès la mise en œuvre. Et que puisqu'ils étaient datés de la mise en œuvre, il était hors de question d'enlever et de refaire. Voilà, je le précise, mais finalement, ça c'est une démarche... c'est une question qu'on a pu se poser avec le conservateur et qui était évidente. Voilà, c'était des bouchages d'origine, on les conservait. La gazelle, maintenant, a également bien bénéficié d'un nettoyage. J'espère que vous le voyez sur la photo, mais là, elle en est à mi-nettoyage. On voit une ligne longitudinale. Voilà, donc là, la partie nettoyée et là, pas nettoyée. Voilà. Donc elle a quand même retrouvé une coloration et un lustre plus naturel, plus esthétique. Et nous nous sommes ensuite attaqués à réaliser un facsimilé pour la corne manquante. Alors, sur le moment, je me suis dit, oh, parfait, il lui reste une corne, je vais la mouler. Mais en réalité, le phénomène de symétrie fait qu'elles ne sont pas du tout orientées pareil. Je m'en suis vite rendu compte, ce n'était pas le souci, mais j'ai tout de même moulé la corne conservée. J'ai utilisé un mastic époxy pour prendre l'empreinte dans le moule réalisé. Et j'ai joué sur le temps de pose de ce mastic, qui est relativement long, pour essayer de conserver sa forme générale, ses proportions, même la texture, mais modifier son orientation. Donc toutes les heures, et puis toutes les 30 minutes, puis toutes les 10 minutes, je vérifiais l'état de prise du mastic, et à un certain stade, il en était à un stade idéal pour pouvoir être manipulé sans endommager le moulage. Comme vous le voyez sur la photo du centre en bas, j'ai dû insérer un python sous la forme d'une vis inox en acier inoxydable pour pouvoir créer une accroche pour finalement fermement attacher ce facsimilé à l'aide de résine époxy. Donc, une fois réalisée, cette corne a été texturée et mise en teinte et datée. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2022 à la base pour signaler que déjà qu'une restauration avait été réalisée à cette date. Et la corne est... on voit que c'est un facsimilé, mais pour l'exposition,
la gazelle a retrouvé figure de gazelle. Elle a retrouvé une vraie symétrie puisque son oreille, également, a été remise en place à l'aide d'un petit goujon en fil de laiton et par collage à l'éthylvénylalcool, à l'EVA. Les quelques lacunes de peau ont été mastiquées avec le même mastic que j'ai utilisé tout au long de la restauration. Je ferai un test après pour savoir si vous avez retenu la composition, mais c'est toujours le même, qui a servi là dans cet exemple à combler la lacune de peau au coin de l'œil. Je vous ai mis maintenant, là, pour terminer ma présentation, pardon, j'ai un peu dépassé, des vues avant et après traitement, et gardez en tête que c'était des photos prises en réserve avec 1 mètre de recul maximum, et je ne savais pas forcément que je devais faire une présentation à cette date-là, donc elles ne sont pas belles. Mais j'espère que vous verrez quand même qu'il y a un changement, il y a un vrai changement. Alors attendez, donc là on est sur la gazelle. Oui, donc là on voit que le serpent finalement a vraiment repris en lustre. Le fait de réappliquer les écailles et de les nettoyer, le fait aussi de les refixer avec ce mélange d'adhésifs a supprimé le chancy qui existait. Le chancy qui existe sur les écailles, c'est très souvent, finalement les écailles sont composées de kératine organisées en feuillets. Et avec le temps, ces feuillets ont tendance à légèrement se soulever, s'écarter, et donc de l'air pénètre à l'intérieur, et la lumière, bien sûr, se réfléchit moins bien sur une surface altérée. Donc il y a une sorte de blanchiment optique qui se crée, et le fait de refixer correctement a redonné du brillant à l'écaille. Donc là, on voit de plus près la restitution de la corne et le collage de l'oreille. Bon, voilà, et ça, c'est l'exemple du comblement du socle qui a retrouvé également une unité, quoi. Et des vues générales. Je crois que c'était tout. Alors, merci beaucoup Marie pour cette présentation très complète. C'était très intéressant de réélargir autour de la problématique de ces collections et de la mission des muséums. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je voulais savoir, du coup, la restauration, c'était pas dans le cadre d'une présentation dans une exposition? Non, c'était juste, elle est restée en réserve ensuite. Pour l'instant, mais c'est vrai que... non, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de projet d'exposition autour de cette pièce, mais la nécessité de la restaurer parce qu'elle était vraiment en très mauvais état et ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus la déplacer en l'état. C'est ça, je pense, qui a déclenché la volonté de restaurer. Leur a permis de redécouvrir cette pièce ils ont refait des recherches historiques et d'identification dessus, et je pense qu'il y a une vraie volonté maintenant d'essayer de la mettre en valeur, au moins au sein d'une exposition temporaire. Encore faut-il la sortir de réserve, et ça, c'est pas encore fait. Oui, je les ai traités, je les ai pas, j'ai pas illustré ici, mais effectivement, j'ai infiltré du paralloïde à 5% de mémoire. Je l'ai mis dans une des diapos, mais je l'ai dans le rapport, mais j'ai appliqué un traitement très simple. Les clous étaient légèrement corrodés en surface, mais c'était pas une corrosion active, c'était vraiment une surface un petit peu passivée par la corrosion qui avait l'air très stable. Donc je n'ai pas cherché à traiter cette corrosion-là, mais j'ai infiltré, de l'adhésif sous les écailles de peinture. Et j'ai pas non plus cherché à retoucher les lacunes, puisque la peinture qui avait été appliquée était assez épaisse, donc formait vraiment une sorte de gangue blanche autour du clou. Et finalement, il aurait fallu que je mastique, ça aurait été une intervention lourde et qui finalement, dans le coup d'œil général, ne se justifiait pas. Donc, en accord avec le conservateur, on a simplement stabilisé l'altération qui ne gênait pas pour comprendre la scène. Oui, effectivement, ça a été évoqué dès le premier jour, parce que c'était vraiment l'un des grands soucis de ne pas pouvoir déplacer la pièce, même pour pouvoir travailler
dessus. Et normalement, alors la structure elle-même finalement est assez solide. Simplement, le socle est réalisé de telle façon que les parties les plus fragiles sont les parties les plus exposées, sont les angles en fait. Et donc il faut simplement prévoir, je pense, un coffrage pour le déplacer en sécurité, pas forcément un coffrage très lourd ou très important. Et pour l'exposition, comme finalement le fait que cette structure soit visible et pas très esthétique, il a été évoqué le fait que en interne, parce que sur place il y a un menuisier, en interne soit réalisé un bandeau, voilà, pour cacher finalement, mais qui soit amovible, pour cacher la structure finalement, un petit peu les coulisses quoi, de la pièce en cas d'exposition. On a décidé de ne pas réaliser quelque chose en fixe parce qu'il y avait une hypothèse, mais qui finalement n'a pas l'air de se vérifier, comme quoi finalement c'était peut-être une scène qui appartenait à une scène plus grande. Parce qu'en fait, ce socle était un peu étrange et cette espèce d'avancée devant, ça donne l'impression que quelque chose devait se continuer ou que ça a été arraché à une scène plus grande ou à un ensemble peut-être qui était exposé sur une estrade, je ne sais pas trop, mais tous les bords étaient bien finis en arrondi, donc ça n'était pas très cohérent avec le fait que ça venait, enfin c'était vraiment associé à un diorama plus grand. Donc voilà, on a suivi on a suivi ce que nous disait la pièce, c'est-à-dire on a comblé en suivant, et on n'est pas intervenu plus, mais esthétiquement pour l'exposition, effectivement, je pense qu'ils habilleront un petit peu le socle qui est pas très beau, quoi. Ouais, non. Alors le mélange, c'était 50% d'eau, 50% d'éthanol, dans l'idée de contrôler l'apport d'eau. Parce qu'en fait, finalement, les salissures présentes, et c'est le cas dans beaucoup de types de salissures d'encrassement du haut temps, sont sensibles à l'eau, sont enlevées à l'aide d'eau, mais l'eau n'est pas conseillée en grande quantité sur des spécimens naturalisés, puisque, comme je vous le disais, la peau elle est à peine fixée par un bain d'alun. L'idée n'est pas de réactiver une hydrolyse ou de voilà. Néanmoins, hormis l'eau, bon, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc le mélange 50% d'éthanol et 50% d'eau, l'éthanol permet de réduire la quantité appliquée et de favoriser une évaporation un peu plus rapide. Ensuite, vraiment, le coton, non, en fait, je n'ai pas utilisé le coton, j'ai utilisé un pinceau de type spalter, un petit peu ferme, pour vraiment nettoyer entre les écailles et toujours dans le sens de l'écaille pour éviter un arrachement. Les écailles étaient quand même assez fermement accrochées, ce qui m'a permis de faire ce traitement-là, donc d'essayer une sorte de brossage un peu doux en fait avec un pinceau en soie de porc, vous voyez, mi-ferme, mi-doux, et ensuite de tamponner avec de l'essuie-tout pour essayer d'absorber ça, mais absolument jamais de coton qui se serait accroché dans tous les petits rouleaux d'écailles et qui n'aurait pas, enfin voilà, j'aurais passé plus de temps à enlever le coton qu'à nettoyer, donc voilà, c'est surtout le passage finalement de ce pinceau qui m'a aidé. Et pour la gazelle également, c'était une brosse douce aussi qui m'a permis de vraiment approfondir le nettoyage du poil. C'est conjointement l'action de l'eau et surtout l'action mécanique finalement sur un pelage qui aussi était en bon état et le poil ne se cassait pas, ne s'arrachait pas. Donc m'a permis ça. Et pareil, alors par contre, il faut vraiment imaginer un spray avec moitié eau, moitié éthanol. On spraye une petite zone qu'on brosse et on éponge directement. On ne spraye pas l'ensemble, on avance vraiment par zone pour essayer d'éponger finalement très rapidement, parce que ce qu'on veut, c'est nettoyer vraiment la surface. Si l'eau pénètre, ça n'a aucun intérêt pour nous, puisque l'encrassement n'est pas en profondeur. Et surtout, c'est dangereux pour le cuir et la peau, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter de petites zones et d'avancer comme ça. Je sais pas si c'est manifesté dans ce cas-là, mais quand il y a un spécimen à poil, quand il en manque, comment on fait? Vous avez une réserve de poils? Comment ça marche? Non, la question se pose souvent. Vous vous rappelez, vous parlez aussi d'ADN et de problèmes d'apporter, de conservation de l'ADN. Pour les muséums d'histoire naturelle, on essaie de faire attention de ne pas apporter le poil d'un autre animal.
déjà d'une autre espèce, c'est pas envisagé, et même la même espèce mais d'un autre animal, je ne l'ai jamais fait, j'espère ne pas avoir à le faire un jour dans certains cas. Ce que l'on peut faire, c'est parfois, effectivement, au cours du nettoyage, un petit peu de poil se détache, de façon pas dramatique, on le récupère et ça peut nous servir à combler des lacunes. Ça, c'est esthétiquement très satisfaisant, puisque c'est le poil même de l'animal. Et sinon, moi, mon matériau favori, alors plutôt sur un poil mi-long à long, mais c'est le chanvre retravaillé. Travailler un petit peu comme on pourrait travailler comment dire, une perruque, vous voyez, par insertion sur une trame, et retravailler voilà, pour obtenir la longueur souhaitée, l'orientation souhaitée, teinter souvent à l'aérographe et la pièce que l'on a réalisée ainsi est ensuite collée dans la lacune. Donc ça, c'est pour du poil un petit peu long. Et pour du poil ras, c'est un petit peu plus compliqué, mais de la feutrine synthétique défibrée pour créer une illusion de poil et une direction surtout de poil peut fonctionner assez bien. Ah bah, voilà. Bah non, mais là, effectivement, la gazelle n'avait pas vraiment de lacune. Ou alors c'était tellement fin que je pense que le fait de faire un complément aurait été plus visible que le fait qu'il n'y ait pas de poil, ce qui arrive assez souvent sur du poil ras finalement. Ouais, et alors ça dépend vraiment de la longueur en fait que vous récupérez, parce que souvent on obtient plutôt du fragment de poil et là on n'arrive pas à le remettre en œuvre. Il faut une longueur proche du poil existant sur l'animal, sinon visuellement ça ne fonctionne pas et puis on ne peut pas travailler avec de trop petits fragments de poil. Donc, alors, il y a certains types d'infestations qui font que les infestations, je ne sais pas si ce n'est pas les mythes d'ailleurs, bon, bref, qui ont tendance à venir couper un petit peu à la racine. Alors parfois ça fonctionne, mais j'ai pas trop vu de cas d'infestation où effectivement le poil était intéressant de récupérer. Mais c'est un peu pissé. Ouais, c'est un poil un peu pas poussiéreux, mais ouais, il est altéré quoi. Il a un peu de, donc plutôt pas. Mais c'est un petit peu au jugé et c'est selon la longueur récoltée. Puis si ça vous demande d'enlever tous les cocons, tous les œufs, c'est beaucoup de boulot aussi, donc a priori pas. Moi j'ai une question. Et le poids, il est estimé à combien de l'ensemble ? Je crois qu'on a essayé de l'estimer au jugé, mais ça n'a pas été pesé. Et là, j'ai peur de dire une bêtise. Alors, sachant que c'est souvent des pièces impressionnantes et difficiles à manier en termes de répartition des poids et d'équilibre, mais pas très lourdes puisque finalement elles sont réalisées en fibres végétales, donc il y a quand même pas mal d'air finalement, même si elles sont densément enroulées. Voilà, je sais que des chariots élévateurs des plus petits, enfin les chariots élévateurs les plus petits soulèvent assez facilement ce genre de pièces généralement. Bon, après de toute façon elle n'avait pas trop la place d'être soulevée celle-ci, mais on a rarement été arrêté par le poids, même pour des très grands spécimens. Alors, peut-être pas pour les éléphants, girafes, même rhinocéros, ça devient plus compliqué, mais ça se déplace peut-être moins aisément une girafe ou un rhinocéros. De toute façon, en général, ils ne bougent pas. Et puis tout dépend s'ils sont récents, donc montés à la mousse de polyuréthane qui est vraiment légère, ou en montage ancien qui peuvent être en profil bois et plâtre. Et là, tout de suite, on est plus proche d'une sculpture, du poids d'une sculpture en pierre. Moi, j'avais juste une question. Vous avez donc tenté deux choses différentes. Comment ça s'est passé dans les relations avec la direction du muséum par rapport à ces essais-erreurs, comment ils ont suivi ça? Et puis deuxième question, est-ce que ça s'est passé en commission scientifique régionale de restauration? Comment ça a été préparé avec vous? Oui, en effet, donc cette pièce est d'abord passée en commission avant de recevoir l'aval pour la restauration. Je n'ai pas été... en fait, on m'a simplement demandé le devis pour cette pièce. En plus, c'était en temps de pandémie, donc sur photo. Mais j'ai quand même bien discuté avec le conservateur pour préparer mon devis.
qui lui avait bien tourné, puis je lui avais posé des questions en amont, il est allé voir et il m'a répondu, etc. Bref, ça a été fait un peu à distance. Effectivement, moi j'ai réalisé mon devis, mais je pense que je le réalise comme une restauratrice formée à l'INP, donc je pense que dans les commissions, de mémoire, j'ai jamais eu de soucis ou de refus en fait, parce que je pense que justement je justifie un petit peu les orientations et je mets du conditionnel, parce que effectivement il y avait des choses je pouvais pas forcément le savoir, le prévoir, etc. La fissure de la branche, je pensais qu'il allait vraiment falloir faire quelque chose d'assez interventionniste en termes de structure. Je pensais qu'il fallait creuser le bois, mettre une armature, et voilà. Et heureusement non. Donc voilà, finalement, cette erreur de devis, où je pensais devoir intervenir sur la branche, a favorisé le fait que j'ai pu faire 2 fois le traitement des écailles. Et j'ai eu de la chance là-dessus. Le conservateur a juste... a compati, mais il n'a pas été inquiet. Enfin, je pense que, étant donné qu'il n'y avait pas de date butoir d'exposition, que c'était une pièce historique, mais que j'utilisais finalement des méthodes assez peu intrusives, je ne pense pas avoir perçu d'inquiétude chez les conservateurs. Et pour être tout à fait honnête, les conservateurs du muséum sont rarement inquiets. Et ils poussent plus à la... Ils poussent plus à l'intervention qu'au retrait. Voilà. Quand ils nous demandent de changer la position d'un animal, moi je me dis que c'est quand même un peu interventionniste. Voilà. Donc non, pas d'inquiétude. Et par contre, oui, avec intérêt, il a suivi. Mais voilà, j'ai un peu pesté. Il a juste compati. Non, il n'y a pas eu d'inquiétude, mais je pense que c'était essentiellement dû au fait que c'était pas une pièce destinée à une exposition avec une date. Parce que là, bien sûr, forcément, l'inquiétude était beaucoup plus légitime. Propre au spécimen, les traitements qui ratent. C'est-à-dire, ça arrive. Un gel pelable qui se fragmente, qui tombe par petits morceaux et qui fait un nettoyage girafe parce qu'il fait trop froid ou trop. Ouais. C'est ça. Et puis, ça permet de savoir que si je refais un python, je le ferai, ou un serpent, voilà, ce ne sera pas avec la méthode du séchage sous contrainte. J'ai une question au niveau de la gestion des infestations avec ce type de collection. Dans les réserves textiles, on a de plus en plus de charlottes sur chaussures, blouses pour éviter d'amener des œufs. Et j'ai l'impression que ça ne se pratique pas dans les réserves de collection scientifique. Non, c'est vrai, mais ça pourrait. Ça pourrait parce que... Oui, parce que les collections récentes qui n'ont a priori pas été traitées avec de l'arsenic sont extrêmement vulnérables, et en l'espace de quelques mois d'été où les veilles sont un petit peu relâchées, la chaleur est grande, il peut y avoir des dégâts énormes que j'ai pu constater qui sont assez dommages. Non, effectivement, il n'y a pas ce genre de mesures, mais c'est vrai que moi, comme je mets des vêtements de travail quand je rentre dans ma zone de travail, et finalement, je n'emporte pas mes vêtements de ville dans la zone de travail. Donc, de ce point de vue, je n'y avais pas pensé, mais ça me rassure. Je me dis que je n'ai probablement pas amené d'infestation dans une réserve, j'espère pas. Mais non, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué, mais qui mériterait de l'être.